Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Le voleur. Auteur, Georges Darien. Chapitre 1, Aurore. Mes parents ne peuvent plus faire autrement, non? Tout le monde le leur dit. On les y pousse de tous les côtés. Madame Dubourg a laissé entendre à ma mère qu'il était grand temps, et ma tante Augustine, en termes voilés, a mis mon père au pied du mur. Comment, des gens à leur aise, dans une situation commerciale superbe, avec une santé florissante, vivre seuls? Ne pas avoir d'enfants? De gueux, de gens qui vivent comme l'oiseau sur la branche, sans lendemain assuré, on comprend ça. Mais sapristi. Et la fortune amassée, où ira-t-elle? Et les bons exemples à léguer, le fruit de l'expérience à déposer en main sûre? Voyons, il vous faut un enfant au moins un. Réfléchissez-y. Le médecin s'en mêle. Mais oui, vous êtes encore assez jeune. Pourtant, il serait peut-être imprudent d'attendre davantage. Le curé aussi. Un des premiers préceptes donnés à l'homme. Que voulez-vous répondre à ça, hein? Oui, il vous faut un enfant. Eh bien, puisque tout le monde le veut, c'est bon, ils en auront un. Ils l'ont. Je me présente très bien, j'en ai conservé l'habitude, un matin d'avril, sur le coup de 10h15. Je m'en souviendrai toute ma vie, disait plus tard Aglaé la cuisinière, il faisait un temps magnifique, et le baromètre marquait « variable ». Quel présage! Et là-dessus, si vous voulez bien, nous allons passer plusieurs années. Qu'est-ce que vous diriez à présent, si j'apparaissais à vous en costume de collégien? Vous diriez que ma tunique est trop longue, que mon pantalon est trop court, que mon képi me va mal, que mes doigts sont tachés d'encre, et que j'ai l'air d'un serin. Peut-être bien. Mais ce que vous ne diriez pas, parce que c'est difficile à deviner, même pour les grandes personnes, c'est que je suis un élève modèle, je fais l'honneur de ma classe et la joie de ma famille. On vient de loin tous les ans, pour me voir couronné de papier vert, et même de papier doré. Le banc et l'arrière-banc des parents sont convoqués pour la circonstance. Solennité majestueuse. Cérémonie imposante. La robe d'un professeur enfante un discours latin, et les broderies d'un fonctionnaire étincellent sur un discours français. Les pères applaudissent majestueusement. C'est à moi, cet enfant-là. Vous le voyez, hein? Eh bien, c'est à moi. Les mères ont la larme à l'œil. Cher petit. Comme il a dû travailler, et... Ah! C'est bien beau, l'instruction. Les parents de province s'agitent. Des chapeaux barbares, échappés pour un jour de leur prison d'acajou, font des grâces avec leurs plumes. Des redingotes 1830 s'empèsent de gloire. Des parapluies centenaires allongent fièrement leurs grands becs. On voit tressaillir des châles tapis. Et je sors de là acclamé, triomphant, avec le fil de fer des couronnes qui me déchirent le front et m'égratignent les oreilles, avec des livres plein les bras, des livres verts, jaunes, rouges, bleus et dorés sur tranche, à faire hurler un peau rouge et à me donner des excitations terribles à la sauvagerie, si j'étais moins raisonnable. Mais je suis raisonnable. Et c'est justement pourquoi ça m'est bien égal, d'avoir une tunique trop longue et l'air bête. Si je suis un serin, c'est un de ces serins auxquels on crève les yeux pour leur apprendre à mieux chanter. Si mes vêtements sont ridicules, est-ce ma faute si l'on me harnache aujourd'hui en garde nationale, comme on m'habillera en lézard à cornes quand je serai académicien? Car j'irai loin. On me le prédit tous les jours. Sikitur ad astra. J'ai le temps, d'ailleurs. Je n'ai encore que 15 ans. Un bel âge, dit mon oncle. On est déjà presque un jeune homme, et l'on a encore toute la candeur de l'enfance. Candeur. Mon enfance? Je ne me rappelle déjà plus, Mes souvenirs voguent confusément, fouettés de la brise des claques et mouillés de la moiteur des embrassades, sur des lacs d'huile de foie de morue. Comment me rappellerai-je quelque chose, J'ai été un petit prodige, Je crois que je savais lire, avant de pouvoir marcher. J'ai appris par cœur beaucoup de livres, j'ai noirci des fourgons de papier blanc, j'ai écouté parler les grandes personnes. J'ai été bien élevé, Des souvenirs? En vérité, même aujourd'hui, c'est avec peine que j'arrive à faire évoluer des personnages devant le tableau noir qui a servi de fond à la tristesse de mes premières années. Oui,
même en faisant voyager ma mémoire dans tous les coins de notre maison de Paris. Dans les allées ratissées de notre jardin de la campagne, un jardin où je ne peux me promener qu'avec précaution, où des allées me sont défendues, parce que j'effleurerai des branches, et que j'arracherai des fleurs, où les rosiers ont des étiquettes, les géraniums des scapulaires, et les giroflées un état civil à la planchette, dans l'herbe et sous les arbres de la propriété de mon grand-père qui pourtant ne demanderait pas mieux, lui, que de me laisser vacciner les hêtres, et décapiter les boutons d'or. Des souvenirs? Si vous voulez. Mon père? J'ai 2 souvenirs de lui, et un dimanche, il m'a emmené à une fête de banlieue. Comme j'avais fait manœuvrer sans succès les différents tourniquets chargés de pavés de Reims, de porcelaine utile, et de lapins mélancoliques, il s'est mis en colère. Tu vas voir, a-t-il dit, que Fanor est plus adroit que toi. Il a fait dresser le chien contre la machine, et la lui a fait mettre en mouvement d'un coup de patte autoritaire. Fanor a gagné le gros lot, un grand morceau de pain d'épices. Puisqu'il l'a gagné, a prononcé mon père qu'il le mange. Il a déposé le pain d'épices sur l'herbe, et le chien s'est mis à l'entamer, avec plaisir certainement, mais sans enthousiasme. Des hommes vêtus en ouvriers, derrière nous, ont murmuré. C'est honteux, ont-ils dit, de jeter ce pain d'épices à un chien, lorsque tant d'enfants seraient si heureux de l'avoir. Mon père n'a pas bronché. Mais quand nous avons été partis, je l'ai entendu qui disait à ma mère, « Hein? Ce sont des souteneurs, tu sais. » J'ai demandé ce que c'était que les souteneurs. On ne m'a pas répondu. Alors, j'ai pensé que les souteneurs étaient des gens qui aimaient beaucoup les enfants. Plus tard, mon père m'a procuré une joie plus grave. Il m'a fait voir Gambetta. C'était au palais de Versailles, où se tenait alors l'Assemblée nationale. La séance était ouverte, quand nous sommes entrés. Un monsieur chauve, fortifié d'un gilet blanc, était à la tribune. Il disait que le maïs est très mauvais pour les chevaux. J'ai cru que c'était Gambetta, hein? Mon père s'est mis en colère, hein? Comment? Je ne reconnais pas Gambetta. Il est assez facile à distinguer des autres, pourtant. Ne m'a-t-on pas dit 1000 fois qu'il s'était crevé un œil parse, que ses parents ne voulaient pas le retirer d'un collège de jésuites? Si, on me l'a dit 1000 fois. Je sais ainsi qu'un fils a le droit de désobéir à ses parents quand ils le mettent chez les jésuites, mais qu'il doit leur obéir aveuglement lorsqu'ils l'enferment ailleurs. Ah, tu es vraiment bien nigaud, mon pauvre enfant. À quoi ça sert-il alors, d'avoir mis dans ta chambre le portrait du grand patriote? Je parie que tu ne le regardes seulement pas, avant de te coucher en tout cas, tu n'es guère physionomiste. Combien a-t-il d'yeux, le député qui parle à la tribune? 1 ou 2? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois bien qu'il en a 3. Il a des yeux partout. Il en est plein. Je le vois bien à présent, mais tout à l'heure, je ne pouvais rien voir, j'étais ébloui. Ah, j'ai été tellement ému, en pénétrant dans l'auguste enceinte, dans le sanctuaire des lois. J'en suis encore tout agité. Et puis, je croyais que Gambetta ne quittait pas la tribune, que c'était lui qui parlait tout le temps, que les autres n'étaient là que pour l'écouter. Mon père donne des explications aux voisins, qui ébauchent des gestes indulgents, après avoir souri de pitié. Je ne comprends vraiment pas comment il a pu confondre ainsi. Il a toujours le premier prix d'histoire, et il reconnaîtrait, monsieur Thiers à une demi-lieue. Puis, il se tourne vers moi. Le voilà, Gambetta. Tiens là. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Je reconnais son œil, la placée de son œil. Il est là, au premier banc, le banc de la commission, dit un voisin qui s'y connaît, étendu de tout son long, ou presque, les mains dans les poches et la cravate de travers. Et de toute l'après-midi, il ne desserre point les dents, pas une seule fois. Il se contente de renifler. Une séance fort intéressante cependant, où l'on discute la qualité des fourrages paille, foin, luzerne, avoine, son et recoupette. C'est bien dommage que Gambetta n'ait pas parlé, dis-je à mon père, comme nous sortons. La parole est d'argent et le silence est d'or, me répond-il d'une voix qui me fait comprendre qu'il m'en veut de ma bévue de tout à l'heure. Mais je ne t'avais pas promis de te faire entendre Gambetta, ça ne dépend point de moi, hein? Je t'avais promis de te le faire voir. Tu l'as vu, hein?
Tu n'espérais pas quelque chose d'extraordinaire, je pense? Moi? Pas du tout. Je ne m'attendais pas, bien sûr, à voir le tribun rincer son œil de plomb dans le verre d'eau sucrée, ou le lancer au plafond pour le rattraper dans la cuillère. Je sais qu'il est trop bien élevé, pour ça. Que son exemple te serve de leçon, reprend mon père. Avec de l'économie, et en faisant son droit, on peut aujourd'hui arriver à tout. Il dépend de toi, de monter aussi haut que lui. Je crois que j'aurais peur, en ballon. Du reste, bien que je ne l'avoue qu'à moi-même, j'ai été très désillusionné. Le Gambetta que j'ai vu n'est point celui que j'espérais voir. Non, pas du tout. Je ne me rappelle déjà plus sa figure, et si sa face de profil ne protégeait pas mon sommeil, pendant les vacances, j'ignorerais demain comment il a le nez fait. Est-ce que je ne suis pas physionomiste, comme l'assure mon père? Si, je le suis, au moins quelquefois. Et le monsieur chauve en gilet blanc, qui parlait quand nous sommes entrés, je vous jure que je ne l'ai point oublié. Ses traits se sont gravés en moi, sans que le temps ait jamais pu les effacer. Quand je veux, dans les circonstances graves, me représenter un homme d'État, c'est son visage que j'évoque, c'est son linge et son attitude que vient m'offrir ma mémoire. Oui, malgré mon père, dont les admirations étaient certainement justifiées, ce n'est pas Gambetta, ni même Monsieur Thiers, qui symbolise pour moi le gouvernement nécessaire d'un peuple libre, mais policé. C'est ce monsieur, dont j'ignore le nom, dont les cheveux avaient quitté la France dans le fiacre à Louis-Philippe, dont la blanchisseuse avait un si joli coup de fer, et qui condamnait le maïs, formellement et sans appel, au nom de la cavalerie tout entière. J'ai 3 souvenirs de ma mère. Un jour, comme j'étais tout petit, elle me tenait sur ses genoux quand on est venu lui annoncer qu'une traite souscrite par un client était demeurée impayée. Elle m'a posé à terre si rudement, que je suis tombé, et que j'ai eu le poignet foulé. Une fois, elle m'a récompensé parce que j'avais répondu à un vieux mendiant qui venait demander aumône à la grille. « Allez donc travailler, fainéant, vous ferez mieux. »« C'est très bien mon enfant, m'a-t-elle dit. Le travail est le seul remède à la misère et empêche bien des mauvaises actions. Quand on travaille, on ne pense pas à faire du mal à autrui. » Et elle m'a donné une petite carabine, avec laquelle on peut aisément tuer des oiseaux. Une autre fois, elle m'a puni parce que je demande toujours où mènent les chemins qu'on traverse quand on va se promener. Ma mère avait raison, je l'ai vu depuis. C'est tout à fait ridicule de demander où mènent les chemins. Ils vous conduisent toujours où vous devez aller. Mon grand-père, c'est un ancien avoué, à la bouche sans lèvres, aux yeux narquois, qui dit toujours que le code est formel. Le code est formel. Le geste est facétieux, l'intonation est cruelle. La main s'ouvre, les doigts écartés, la paume dilatée comme celle d'un charlatan qui vient d'escamoter la muscade. La voix siffle, tranche, dissèque la phrase, désarticule les mots, incise les voyelles, fait des ligatures aux consonnes. Le code est formel. J'écoute ça, plein d'une sombre admiration pour l'autorité souveraine et mystérieuse du code, un peu terrifié aussi, et en mangeant mes ongles. C'est une habitude que rien n'a pu me faire perdre, ni les choses amères dont on me barbouille les doigts quand je dors, et qui me font faire des grimaces au réveil, ni les exhortations, ni les réprimandes, mais mon grand-père, en un clin d'œil, m'en a radicalement corrigé. « Il ne faut pas manger tes ongles, m'a-t-il dit. Il ne faut pas manger tes ongles, parce qu'ils sont à toi. Si tu aimes les ongles, mange ceux des autres, si tu veux et si tu peux, mais les tiens sont ta propriété, et ton devoir est de conserver ta propriété. » J'ai écouté mon grand-père, et j'ai perdu ma mauvaise habitude. Peut-être que le code est formel, pour les ongles. J'ai voulu m'en assurer, un jour, quand j'ai été plus grand, voir aussi ce que c'est que ce livre qui résume la sagesse des âges et condense l'expérience de l'humanité, qui décide du face et du néface, qui promulgue des interdictions et suggère des conseils, qui fait la tranquillité des bons et la terreur des méchants. On m'avait envoyé, pendant les vacances, passer quelques jours chez mon grand-père. Une après-midi, j'ai pu m'introduire sans bruit dans la bibliothèque, saisir un code, le cacher sous ma blouse et me réfugier, sans être vu, derrière le feuillage d'une tonnelle, tout au fond du jardin. Avec quel battement de cœur, j'ai posé le volume sur la table rustique du berceau. Avec quelle transe d'être surpris avant d'avoir pu boire à ma soif, à la source de justice et de vérité,
avec quels espoirs inexprimables, et quels pressentiments indicibles. Le voile qui me cache la vie va se déchirer tout d'un coup, je le sens. Je vais savoir le pourquoi et le comment de l'existence de tous les êtres, connaître les liens qui les attachent les uns aux autres, les causes profondes de l'harmonie qui préside au rapport des hommes, pénétrer les bienfaisants effets de ce progrès que rien n'arrête, de cette civilisation dont j'apprends à m'enorgueillir. Non, Ali Baba n'a point éprouvé, en pénétrant dans la caverne des 40 voleurs, des tressaillements plus profonds que ceux qui m'agitent en ouvrant le livre sacré. Non, Ève n'a pas cueilli le fruit défendu au jardin d'Éden, avec une émotion plus grande. Le tentateur ne lui avait parlé qu'une seule fois de la saveur de la pomme, et il y a si longtemps, moi, que j'entends chanter la gloire du code qui est formel. Je lis. Je lis avec acharnement, avec fièvre. Je lis le contrat de louage, le régime total, beaucoup d'autres choses comme ça. Et je ne sens pas monter en moi le feu de l'enthousiasme, et je ne suis point envahi par cette exaltation frénétique que j'attendais aux premières lignes. Mais ça va venir, je le sais, pourvu que je ne me décourage pas, que je persévère, que j'aille jusqu'au bout. Du courage, le mur mitoyen. Qu'est-ce que tu fais là? Mon grand-père est devant moi. Il est entré sans que j'aie pu m'en apercevoir, tellement j'étais absorbé. Il y a 2 heures que je te cherche. Qu'est-ce que tu fais? Tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Je lis le code. À quoi bon nier? Le livre est là, grand ouvert sur la table, témoin muet, mais irrécusable, de ma curiosité perverse. Mon grand-père sourit. Tu lis le code? Ça t'amuse de lire le code? Ça t'intéresse? Je fais un geste vague. Ça ne m'amuse pas, certainement, mais ça m'intéresserait sans aucun doute, si l'on me laissait continuer. Telle est, du moins, mon opinion. Opinion sans valeur, mon grand-père me le démontre immédiatement. Pour lire le code, mon ami, il ne suffit pas de savoir lire, il faut savoir lire le code. Ce qu'il faut lire dans ce livre-là, ce n'est pas le noir, l'imprimé, c'est le blanc, c'est ça. Et il pose son doigt sur la marge. Très vexé, je ferme brusquement le volume. Mon grand-père sourit encore. Il faut avoir des égards pour ce livre, mon enfant. Il est respectable. Dans 50 ans, c'est tout ce qui restera de la société. Bon. Nous verrons ça. J'ai un autre souvenir, encore. Monsieur Dubourg est un ami de la famille. C'est un homme de 50 ans, au moins, employé supérieur d'un ministère où sa réputation de droiture lui assure une situation unique. Réputation méritée, mon grand-père, souvent un peu sarcastique, en convient sans difficulté. Dubourg, c'est l'honnêteté en personne. Il est notre voisin l'été. Sa femme est une grande amie de ma mère et c'est avec son fils, Albert, que je joue le plus volontiers. J'ai l'habitude d'aller le chercher l'après-midi, et je suis fort étonné que, depuis plusieurs jours, on me défende de sortir. Que se passe-t-il? J'ai surpris des bouts de conversation, j'ai fait parler les domestiques. Il paraît que Monsieur Dubourg s'est mal conduit des détournements considérables, une cocotte la ruine et le déshonneur sinon plus. Mon père se doute que je suis au courant des choses, car il prend le parti de ne plus se gêner devant moi. Dubourg peut se flatter d'avoir de la chance, dit-il à ma mère à déjeuner. Il ne sera pas poursuivi, il a remboursé, et on se contente de ça. Moi, je ne comprends pas ces indulgences-là, c'est tout à fait démoralisant. Le crime ne doit jamais, sous aucun prétexte, échapper au châtiment. Jamais, dit ma mère. Mais on aura eu égard à son âge. Belle excuse. Raison de plus pour n'avoir pas de pitié. Une cocotte. Une danseuse. Une liaison qui durait depuis des mois, depuis des années, peut-être connais-tu rien de plus immoral? Et monsieur fouille à pleine main dans les caisses publiques, pour entretenir ça. Comme sous l'Empire. Comme sous Louis XV. Et quand on le prend sur le fait, on lui pardonne, sous prétexte qu'il a 55 ans de vie irréprochable, et que ses cheveux sont blancs. Ce n'est guère encourageant pour les honnêtes gens, dit ma mère. On éprouve un tel soulagement à lire, dans les journaux, les condamnations des fripons enfin, jugement ou non, on est toujours libre de fermer sa porte à des gens pareils, heureusement. C'est ce qu'on fait partout pour Dubourg, sois tranquille. J'ai donné des ordres ici.
Et quant à toi, Georges, si par hasard tu rencontres Albert, je te défends de lui parler. Je te le défends, tu m'entends? Je n'ai pas rencontré Albert, hein? Mais le surlendemain matin, comme je suis assis, au fond du jardin, à côté de mon père qui lit son journal, je vois arriver Monsieur Dubourg. La domestique, par bêtise ou par pitié, lui aura permis d'entrer. La sotte fille, dit mon père. Elle aura ses 8 jours avant midi. Mais Monsieur Dubourg est à 10 pas. Je sens que je vais être bien gênant pour lui. Il ne pourra pas dire devant moi tout ce qu'il a à dire, et je me lève pour m'en aller. Mon père me retient par le bras. Reste là. Monsieur Dubourg parle depuis 5 minutes, des phrases embarrassées, coupées, heurtées, honteuses d'elles-mêmes. Et chaque fois qu'il s'arrête, mon père esquisse la moitié d'un geste, mais il ne répond rien. Rien, pas un mot. Monsieur Dubourg continue. Il dit que des sympathies lui seraient si précieuses, des sympathies même cachées, qu'on désavouerait devant le monde. Silence. Il dit qu'il a eu un moment d'égarement, mais que le chiffre qu'on a cité était exagéré, qu'il n'avait jamais été aussi loin, qu'il ne s'explique pas qu'il a refait tous ses comptes depuis 20 ans. Silence. Il dit qu'il a été un grand misérable de céder à des tentations, qu'il comprend très bien qu'on ne l'excuse pas à présent, mais qu'il avait espéré qu'on consentirait avant de le condamner définitivement, que, s'il ne se sentait pas complètement abandonné, le repentir lui donnerait des forces. Silence. Il dit qu'il va partir très loin avec sa famille, que, s'il était seul, il saurait bien quoi faire, et que ce serait peut-être le mieux. Silence. Eh bien, a-t-il murmuré, je ne veux point vous importuner plus longtemps, monsieur Randall, je vais vous quitter, au revoir. Et il a tendu une main, qui tremblait. Mon père a hésité, puis il a mis l'aumône de 2 doigts dans cette main-là. Adieu, monsieur. Alors, monsieur Dubourg est parti. Il s'en est allé à grandes enjambées, le dos voûté comme pour cacher sa figure ridée, tirée, aux yeux rouges, qui a vieilli de 10 ans. Le chien l'a suivi, le museau au ras du sol, lui flairant les talons d'un air bien dégoûté, serrant funèbrement sa queue entre ses pattes, comme les soldats portent leur fusil le canon en bas, aux enterrements officiels. Je n'ai jamais oublié ça. Mais à quoi bon se souvenir, quand on est heureux? Car je suis heureux. Je ne dis pas que je suis très heureux, car j'ignore quel est le superlatif du bonheur. Je ne le saurai que plus tard, quand il sera temps. Tout vient à point à qui sait attendre. J'aime mes parents. Je ne dis pas que je les aime beaucoup, je manque de points de comparaison. Je les considère surtout comme mes juges naturels, l'œil dans le triangle, vous savez. C'est pourquoi je ne les juge point. Je pense qu'ils ont, père, mère et grand-père, exactement les mêmes idées qu'ils expriment ou défendent, les uns avec un acharnement légèrement maladif, l'autre avec une ironie un peu nerveuse. Je suis porté à croire que ce qu'ils préfèrent en moi, c'est eux-mêmes, mais tous les enfants en savent autant que moi là-dessus. Je respecte mes professeurs, même, je les aime aussi. Je les trouve beaux. On m'a tellement dit que je serais riche, que j'ai fini par le savoir. Je travaille pour me rendre digne de la fortune que j'aurai plus tard. C'est toujours plus prudent, dit mon grand-père. Mais en somme, si je me conduis bien, c'est que ça me fait plaisir. Car si je me conduisais mal, mes parents ne pourraient pas me déshériter complètement. Le code est formel. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Le cœur d'un homme vierge est un vase profond. C'est entendu. Je ne suis plus un prodige, et j'ai laissé à d'autres la gloire de représenter le lycée au concours général. Je ne suis pas un cancre, non, c'est trop difficile d'être un cancre. Je suis un élève médiocre. J'erre mélancoliquement, au début des mois d'août, dans le purgatoire des accessites. Sic transit gloria mundi, soupire mon oncle, qui ne sait pas le latin, mais qui a lu la phrase au bas d'une vieille estampe qui représente Bélisaire tendant son casque aux passants. C'est mon oncle à présent, qui veille sur mes jeunes années. Mes parents sont morts, et il m'a été donné comme tuteur. Une tutelle pareille, ai-je entendu dire à l'enterrement de ma mère, ça vaut de l'or en barre, le petit s'en apercevra plus tard. Depuis, j'ai appris bien d'autres choses. Les employés et les domestiques ont parlé, les amis et connaissances m'ont plaint beaucoup.
On s'intéresse tant aux orphelins, hein? Et ce qu'on ne m'a pas dit, je l'ai deviné. Les yeux du bœuf, disent les paysans, lui montrent l'homme 10 fois plus grand qu'il n'est, sans quoi le bœuf n'obéirait point. Eh bien l'enfant qui souffre a ces yeux-là. Des yeux qui grossissent les gens qu'il déteste, qui, en outrant ce qu'il connaît d'exécrable en eux, lui font apercevoir confusément, mais sûrement, les ignominies qu'il en ignore, des yeux qui ne distinguent pas les détails sans doute, mais qui lui représentent l'être abhorré dans toute la truculence de son infamie et l'amplitude de sa méchanceté qui le lui rendent physiquement répulsif. Les premières aversions d'enfant seraient moins fortes, sans cela. Ces aversions douloureuses qui font courir dans l'être des frémissements barbares, et des souvenirs qu'elles laissent lorsqu'elles se sont éloignées et transformées en rancune, ne germeraient point des haines d'homme. Je sais que je suis volé. Je vois que je suis volé. L'argent que mes parents ont amassé, et qu'ils m'ont légué, je ne l'aurai pas. Je ne serai pas riche, je serai peut-être un pauvre. J'ai peur d'être un pauvre et j'aime l'argent, oui, j'aime l'argent, je n'aime que ça. C'est l'argent seul, je l'ai assez entendu dire, qui peut épargner toutes les souffrances et donner tous les bonheurs. C'est l'argent seul qui ouvre la porte de la vie, cette porte au seuil de laquelle les déshérités végètent. C'est l'argent seul qui donne la liberté. J'aime l'argent. J'ai vu la joie orgueilleuse de ceux qui en ont, et l'envie torturante de ceux qui n'en ont pas. J'ai entendu ce qu'on dit aux riches, et le langage qu'on tient aux malheureux. On m'avait appris à être fier de la fortune que je devais avoir, et je sens qu'on ne me regarde plus de la même façon depuis que mes parents sont morts. Oh. Il me semble qu'une condamnation pèse sur moi. Je suis volé, et je ne puis pas me défendre, rien dire, rien faire. Cette idée me supplie. Je hais mon oncle, je le hais d'une haine terrible. Sa bienveillance m'exaspère, son indulgence m'irrite. Je meurs d'envie de lui crier qu'il est un voleur quand il me parle, de lui crier que sa bonté n'est que mensonge et sa complaisance qu'hypocrisie, de lui dire qu'il s'intéresse autant à moi que le bandit à la victime, qu'il détrousse les robes de sa fille, ma cousine Charlotte, qui commence à porter des jupes longues, c'est moi qui les paye, et l'argent qu'il me donne, toutes les semaines, c'est la monnaie de mes billets de banque, qu'il a changé. J'en suis arrivé à ne plus pouvoir manger chez lui, le dimanche, les morceaux m'étranglent, j'étouffe de colère et de rage. Plus tard, j'ai pensé souvent à ce que j'ai éprouvé à ce moment-là. Je me suis rendu un compte exact de mes sentiments et de mes souffrances, et j'ai compris que c'était quelque chose d'affreux et d'indicible. Ces sentiments d'homme indigné par l'injustice, s'emparant d'une âme d'enfant, et provoquant ces angoisses infinies, auxquelles l'expérience n'a point donné, par ces comparaisons cruelles, le contrepoids des douleurs passées et des revanches possibles. Je me suis expliqué que tout mon être moral, délivré subitement des influences extérieures, et replié sur lui-même pour l'attaque, ait pu se détendre par fatigue, une fois la lutte jugée sans espoir, et s'allonger dans le mépris. Mais ce n'est pas mon oncle que je méprise, je continue à le haïr. Je le hais même davantage parce que je commence à pénétrer les choses, parce que je sens qu'un homme qui cherche à conquérir sa vie, si exécrable que soient ses moyens, ne peut pas être méprisable. Ce que je méprise, c'est l'existence que je mène, moi, que je suis condamné à mener pendant des années encore. Instruction, éducation. On m'élève. Oh! L'ironie de ce mot-là. Éducation. La chasse aux instincts. On me reproche mes défauts, on me fait honte de mes imperfections. Je ne dois pas être comme je suis, mais comme il faut. Pourquoi faut-il? On m'incite à suivre les bons exemples, parce qu'il n'y a que les mauvais qui vous décident à agir. On m'apprend à ne pas tromper les autres, mais point à ne pas me laisser tromper. On m'inocule la raison, ils appellent ça comme ça juste à la place du cœur. Mes sentiments violents sont criminels, ou au moins déplacés, on m'enseigne à les dissimuler. De ma confiance, on fait quelque chose qui mérite d'avoir un nom, la servilité. De mon orgueil, quelque chose qui ne devrait pas en avoir, le respect humain. Le crâne déprimé par le casque d'airain de la saine philosophie, les pieds alourdis par les brodequins à semelles de plomb dont me chaussent les moralistes, je pourrais décemment, vers mon 4e lustre, me présenter à mes semblables. J'aurais dû savoir vivre. Je regarderais passer ma vie derrière le carreau brouillé des conventions hypocrites, avec permission de la romantiser un peu, mais défense de la vivre. J'aurais peur. Car il n'est qu'une chose qu'on m'apprenne ici,
Je le sais. On m'apprend à avoir peur. Pour que j'aie bien peur des autres et bien peur de moi, pour que je sois un lieu commun articulé par la raison. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.